Tout le monde m'entend bien. Je suis donc docteur Montfort, Brafine, Astrid, cardiologue, chef de service de cardiologie au CHU de Martinique. J'ai aussi l'honneur d'être présidente du collège de cardiologie de Martinique. C'est pourquoi on a organisé le week-end dernier les journées caribéennes de cardiologie. Donc je suis spécialiste d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance cardiaque avancée. Et donc docteur Tignac m'a sollicité pour vous faire ce topo sur la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Alors l'année dernière, j'avais fait une présentation sur les particularités aux Antilles de l'insuffisance cardiaque, donc avec pas mal de données épidémiaux. Là, je me suis vraiment axée sur l'aspect traitement au travers de 3 cas cliniques. Donc, on va essayer d'en faire au moins 2. Le troisième, c'est un peu du bonus si on a le temps. Voilà. Donc, pour plus d'interactivité, donc les cas cliniques, je les ai mis sur Roukla. Donc, je vous invite à scanner le QR code. C'est quand même plus sympa si ça fonctionne. Pour qu'on puisse, que vous puissiez tous répondre aux questions. Et puis, comme ça, tout le monde peut répondre et participer de manière quasi anonyme. Donc, c'est parti. Tout le monde a scanné le QR code. Peut-être moi juste un pouce pour savoir si c'est OK. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour voir le chat. Donc, moi, je ne vois pas le chat, je pense. Je ne peux pas le voir. C'est pas dit. Non, je ne pense pas. Donc, je pense que c'est Dr Tignac qui voit le chat. Voilà. Bon, je lèverai ma... Ok, bon, j'espère que vous avez pu tout scanner. Si jamais il y en a qui ne voient pas du tout la présentation, interrompez-moi d'emblée. Voilà. Bon, de toute façon, je vois qu'il y en a 12 de connectés, donc a priori, c'est bon. Donc, on va commencer tout de suite par le cas de Madame Y, 76 ans, qui vient vous voir au cabinet. Elle a pour antécédent un diabète de type 2 qui est bien équilibré, elle a une hypertension artérielle depuis une vingtaine d'années. Elle n'a pas d'autres antécédents notables, mais on peut quand même noter une obésité avec un IMC à 32. Donc, elle vient vous voir car elle présente depuis plusieurs mois une dyspnée NYHA2 qui s'aggrave progressivement. Aujourd'hui, elle vous explique ne plus pouvoir monter la petite côte qui mène à chez elle et elle doit s'arrêter plusieurs fois pour y arriver. Son traitement comporte metformine 1 g x 2, de la atorvastatine 40, du ramipril 10 et de l'amlodipine 5 mg. Quels sont les éléments en faveur d'une cause cardiaque? Donc là, vous pouvez, c'est un croc, donc vous pouvez répondre. Hop, je vais lancer. Normalement, il y a une façon de... Je ne pourrais peut-être pas mettre... Donc, il y a un compte à rebours. Hein. Il y a 2 minutes pour répondre. Donc, une petite dame, 76 ans, diabétique hypertendue depuis une vingtaine d'années, qui vient vous voir parce qu'elle est essoufflée à l'effort et ça s'aggrave progressivement. Elle ne peut plus rentrer chez elle sans faire plusieurs arrêts.
Donc, ce qui arrive le plus souvent, c'est l'obésité et la dyspnée. Alors, effectivement, on va penser à une cause cardiaque à cause de finalement cette intolérance à l'effort, le fait que les symptômes surviennent essentiellement à l'effort et qu'ils s'aggravent pour des efforts de moins en moins importants. Donc ça oriente déjà assez fortement vers une dyspnée cardiaque. Et l'autre chose, vous l'avez tous mis, c'est qu'elle a des facteurs de risque cardiovasculaire, cette dame. Il y a son âge, je l'ai vu, donc elle a 76 ans, elle est hypertendue, elle est diabétique et elle est obèse. Et donc ça, ce sont des éléments qui doivent vous faire penser déjà dès l'interrogatoire à une cause potentiellement cardiaque. Donc on continue, donc vous aviez tout bien trouvé. Donc pour vous rappeler que l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à fournir un débit sanguin suffisant pour subvenir aux besoins de l'organisme. C'est l'évolution ultime de nombreuses pathologies cardiaques. Donc, les symptômes qu'on aura dans l'insuffisance cardiaque sont liés à deux phénomènes principaux. À la fois la baisse du débit cardiaque qui va entraîner justement cette intolérance à l'effort. Le cœur à l'effort ne peut pas augmenter suffisamment son débit pour pouvoir subvenir aux besoins des différents organes en oxygène et en nutriments. Et donc cette baisse du débit va entraîner une fatigue importante. Cette baisse d'oxygène au niveau des organes va entraîner une hyperventilation, donc elle est aussi responsable de la dyspnée. Et puis on peut avoir tout un tas d'autres symptômes qui sont très aspécifiques, mais dans des insuffisances cardiaques un peu plus sévères, on peut avoir des signes de bas débit digestif, donc des patients qui vont avoir des douleurs abdominales, par exemple, en plus de la fatigabilité à l'effort. Ces douleurs abdominales, elles vont être plus importantes à l'effort, donc ça c'est souvent des signes de bas débit digestif. Et puis on aura une faiblesse musculaire, d'autant plus que les patients font des efforts importants. L'autre conséquence qui entraîne la survenue d'une symptomatologie particulière, ça va être l'augmentation des pressions en amont du cœur. Donc, augmentation de la pression veineuse à la fois au niveau des veines pulmonaires et donc une augmentation de la pression capillaire pulmonaire responsable d'un œdème alvéolaire. Donc, ça aussi, ça peut expliquer la dyspnée. Et puis, en amont des cavités droites, on aura une augmentation de la pression veineuse centrale et une augmentation des pressions veineuses de la pression veineuse périphérique avec une augmentation de la pression hydrostatique et le passage tissulaire de liquide entraînant des œdèmes des membres inférieurs et aussi des œdèmes des séoses. Donc, on comprend en fait l'ensemble de la symptomatologie des patients du fait de ces deux phénomènes, augmentation des pressions d'un côté et baisse du débit de l'autre. Donc, les symptômes d'insuffisance cardiaque sont très aspécifiques et c'est finalement le fait d'avoir tous ces symptômes réunis qui vont faire évoquer une insuffisance, une cause cardiaque. Donc, un terrain à risque cardiovasculaire, des signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite ou gauche ou les deux. Et puis, on a des symptômes un petit peu plus spécifiques comme la dyspnée d'effort ou l'orthopnie. Donc, tout ça, ça va vous faire évoquer une insuffisance cardiaque. Donc là, vous avez dû le voir passer l'année dernière. Je ne suis plus très sûre que la Sécu a toujours cette campagne en cours. Donc c'est l'association essoufflement, prise de poids inhabituelle, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. On a rabâché ça aux patients l'année dernière. Vous devez aller voir votre médecin. C'est peut-être une insuffisance cardiaque, surtout si vous avez plus de 60 ans. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui est évolutive. Le fait qu'il y ait cette aggravation progressive, ça signe une aggravation de la maladie. Si elle n'est pas traitée, eh bien, on va avoir des symptômes pour des efforts de moins en moins importants, évalués par l'échelle NYHA que vous connaissez tous. Alors, on continue. Cette patiente, vous l'examinez maintenant. Elle a une tension artérielle à 145/95. Une saturation à 95% en air ambiant. Elle est un petit peu polypnéique avec une fréquence respirée à 20 par minute, une fréquence cardiaque à 100 par minute. À l'auscultation pulmonaire, vous retrouvez de discrets crépitants bilatéraux aux bases. À l'inspiration, le reste de l'examen met en évidence des bruits du cœur irréguliers. Il n'y a pas de souffle à l'auscultation. Elle a des œdèmes des membres inférieurs qui remontent jusqu'à mi-mollet.
associé à un reflux hépatojugulaire sans turgescence jugulaire franche et il n'y a pas d'autre anomalie par ailleurs. Qu'est-ce que vous faites en première intention? Est-ce que vous l'adressez aux urgences avec un courrier, vous appelez le 15, vous lui donnez un courrier pour le cardiologue en notant que c'est urgent, vous lui prescrivez une radio du thorax, un bilan sanguin avec une iono, une créate, une NFS, un TSH, BNP et une recherche de protéinurie. Vous lui faites un électrocardiogramme si jamais vous en avez un au cabinet. Donc, je vous laisse noter éventuellement parce qu'il n'y a pas le texte sur la prochaine diapo. Donc, tension à 145-95, saturation 95% en air ambiant, fréquence cardiaque à 100 et une fréquence respi à 20 avec quelques symptômes. Alors, donc j'attire votre attention sur le fait que les réponses que j'ai mises, en fait, il n'y a pas toujours une bonne ou une mauvaise réponse. L'idée, c'est aussi de discuter parce que chacun n'a pas forcément les mêmes équipements dans son cabinet. Chacun non plus n'est pas forcément toujours à l'aise avec la pathologie cardiovasculaire. Donc, c'est aussi pour qu'on puisse discuter ensemble de quelle serait la prise en charge finalement idéale et puis à la prise en charge qu'on peut faire en réalité. Donc, je l'adresse aux urgences avec un courrier. Ça n'aurait pas été mon choix prioritaire parce que cette patiente, elle n'a pas de signe de gravité. Par contre, elle a des bruits du cœur irréguliers qui peuvent faire suspecter une arythmie, mais qui ne semblent pas rapides puisqu'elle a une fréquence qui n'est pas très élevée. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas réellement de critères pour être aux urgences, mais ça peut se discuter. On peut discuter. Alors, un courrier pour le cardiologue en notant urgence, ça aurait pu être une bonne idée. La problématique, c'est que la réalité fait qu'on a beaucoup de courriers de patients où c'est écrit urgent. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait un courrier où c'est écrit urgent que le patient va être pris en charge en urgence. Mais là aussi, c'est des choses qu'on peut discuter ensemble. Par contre, il y a un bilan quand même minimal qu'on peut faire sans envoyer le patient aux urgences. La radiographie du thorax, c'est vrai que ça devient un peu has-been, mais c'est toujours recommandé. Et puis, elle a une auscultation qui n'est pas tout à fait normale. Donc, on aurait pu lui faire une radio du thorax. Le bilan sanguin, eh bien, c'est intéressant là aussi de le faire avec notamment les petits natriurétiques qui vont nous orienter vers une cause cardiaque. Et puis, l'ECG au cabinet, c'est certain que si on a un ECG au cabinet, ben là, tout de suite, on peut faire l'ECG. Cette patiente, elle n'a pas de signe de gravité. Et puis, si vous avez un doute à l'ECG, vous pouvez demander une téléexpertise qui permette d'ajuster la prise en charge en évitant les urgences. Mais je veux bien avoir votre avis là-dessus. J'ai volontairement pris un cas, ce qui est la réalité, où on peut discuter plusieurs prises en charge différentes. Donc, les signes de gravité, là, il n'y en avait pas. Elle a une légère polypnie, elle sature normalement en air ambiant. Elle a des petits signes d'insuffisance cardiaque, mais qui n'étaient pas majeurs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole par rapport aux réponses que vous avez faites.
Il n'y a pas l'air d'avoir de main levée. Alors, quelqu'un a allumé sa caméra. J'espère que le micro va venir derrière. Et non. Non. Bon, n'hésitez pas quand même à échanger parce que pour moi, c'est aussi l'occasion d'avoir aussi votre vécu au cabinet. Parce que c'est vrai que il y a la problématique des urgences où cette petite mamie, c'est sûr que si on n'avait pas 12 heures de délai de prise en charge aux urgences, on se dit elle va avoir son ECG, on l'envoie aux urgences. Mais elle n'a pas de signe de gravité. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien que cette patiente elle puisse être gérée en ambulatoire pour lui éviter des fois 24 heures avant de voir quelqu'un pour faire un électrocardiogramme. Donc il y a peut-être deux alternatives quand il y a les maisons médicales de garde, éventuellement ça aurait pu être une alternative, je ne l'avais pas mis dans les propositions, où on peut faire l'électro. Et puis il y a certains cabinets quand même qui sont équipés d'électrocardiogramme. Mais n'hésitez pas si vous voulez me donner votre avis là-dessus. Alors on continue. Donc là, le diagnostic d'insuffisance cardiaque, alors il va être orienté par cette première prise de sang. On a dit que les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Et donc, s'il n'y a pas de signe de gravité, on va toujours doser, même en cas d'insuffisance cardiaque aiguë, on dose ces fameux peptides natriurétiques, le NT-proBNP ou BNP, qui vont surtout avoir une valeur prédictive négative. Donc, on a mis les cut-offs très bas, 35 et 125. Si on a un BNP ou un NT-proBNP en dessous de ces cut-offs-là, eh bien, l'insuffisance cardiaque, elle est déjà peu probable. Si par contre, il y a un BNP qui va être positif, la consultation de cardiologie et l'échographie cardiaque sont quand même indispensables. Donc, cette patiente, oui, il va falloir qu'elle voie un cardiologue. Donc, il va falloir l'adresser au cardiologue et il y a potentiellement une arythmie, donc on aimerait bien qu'elle soit vue assez rapidement. Donc, c'est quand même là où la téléexpertise est intéressante parce que ça nous permet, ces patients, s'il n'y a pas possibilité de faire un ECG au cabinet, peut-être de la mettre en consultation urgente le lendemain. Mais c'est vrai que c'est mieux si on a eu un appel. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps. Mais du médecin traitant, parce qu'on va trouver ensemble en fait une solution, parce que c'est vrai que le patient qui vient avec son courrier, c'est pas toujours simple parce que quasiment tous les courriers des patients qu'on reçoit sont notés urgents et c'est pas toujours urgent. Et puis à partir de cette échographie, on va pouvoir confirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque et débuter la prise en charge thérapeutique. Donc dans le bilan qui est recommandé, initiale, la radiographie thoracique garde sa place, l'échographie cardiaque, l'électrocardiogramme, les peptides natriurétiques, et puis un bilan biologique standard avec en plus l'évaluation du statut martial, on verra que c'est important pour le traitement, et l'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire, donc bilan lipidique et glycémie à jeun, hémoglobine glyquée pour la recherche du diabète. Donc ça va être systématique, en plus d'une fonction rénale et d'une NFS. La TSH, c'est intéressant à visée étiologique. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions à m'interrompre. Donc, ce qu'on dit aux patients, quand on fait un peu d'éducation et puis aussi des campagnes un peu grand public, c'est qu'une fois qu'ils ont ces symptômes-là, c'est d'insister à cette prescription de peptides natriurétiques qui permet quand même de filtrer et d'orienter sur le cardiologue ou pas. Parce que si les peptides natriurétiques sont négatifs, on sait qu'il faut rechercher une autre étiologie. Donc, c'est important de le faire. Donc, vous aviez un électrocardiogramme à votre cabinet. Donc, au cours de la même consultation, vous lui faites l'électrocardiogramme qui est le suivant. Quel est votre diagnostic ? Je vous laisse regarder un petit peu avant de mettre la fenêtre réponse.
laisse répondre. Globalement, vous aviez tous trouvé. Je vais me remettre sur la diapo. Donc effectivement, sur cet électrocardiogramme, on voit qu'il y a un rythme qui n'est pas sinusal, on ne voit pas d'onde P, qui est irrégulier. On voit que l'espace entre les RR, entre les QRS, n'est pas constant, donc le rythme est irrégulier, avec ce qu'on appelle une trémulation de la ligne isoélectrique, donc, qui oriente vers de la fibrillation atriale. Et certains l'avaient noté aussi que cette patiente, elle a une hypertrophie ventriculaire gauche électrique. Par contre, certes, elle a une fibrillation atriale, mais à une fréquence qui n'est pas très élevée. Elle était là autour de 70 par minute, 80 par minute de mémoire. Donc, elle a une FA, mais qui n'est pas très rapide. Donc, ceux qui avaient répondu avaient raison. Alors, elle a eu son bilan qui retrouve une natrémie à 140, une calémie à 4,4, créata à 100 avec un DFG à 51, ENT-proBNP qui est augmenté à 3200, hémoglobine normale, TSH normal, ferritine à 110 et CST à 15. Pas de problème de coagulation et un RAC urinaire augmenté à 35. Quelle prise en charge vous proposez? Cette fois, c'est le cœur. Je lui ai fait son électro. Bon, le bilan, c'est un peu ambitieux. Elle l'a fait dans la journée, mais bon, des fois, on a le bilan rapidement. Vous appelez le 15. Vous lui donnez un courrier pour le cardiologue en temps urgent. Vous demandez une téléexpertise. Vous lui prescrivez quand même du furosémine, un AOD, du bisoprolol à 10 mg, ou vous lui donnez un rendez-vous dans 3 mois quand elle aura vu le cardiologue.
Ben, c'est pas mal. Donc oui, il faut qu'elle voie un cardiologue. Donc encore une fois, voilà, lui remettre un courrier, ben, pas de souci, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que demander la téléexpertise, encore une fois, ça peut quand même permettre d'accélérer un petit peu les choses, d'avoir le contact direct avec le cardiologue. Après, vous avez aussi d'autres référents hein, en ville. Donc, je sais que vous avez tous vos réseaux. Donc, il y a quand même des cardiologues libéraux aussi qui peuvent vous aider et qui reçoivent souvent hein, des patients bah, quand il y a eu un contact qui peuvent rajouter à leur consultation également. Mais on a cet outil sur le CHU de téléexpertise qui peut permettre, ben voilà, vous avez le CG, la patiente elle a fait sa biologie, on pense à une insuffisance cardiaque, mais il n'y a pas de signe de gravité, ben on démarre un traitement et elle a le temps d'attendre son rendez-vous chez le cardiologue. Encore une fois, là, j'ai fait des cas cliniques qui essayent de coller à la vraie vie et qui ne sont pas forcément tirés purement des guidelines des bouquins, parce que ben, la vraie vie ne ressemble malheureusement pas au livre. Donc, c'est vrai que là, l'important, c'est quand même de la protéger de son risque d'AVC en attendant qu'elle puisse voir un cardiologue en consultation pour avoir son échographie cardiaque. Elle n'avait pas de souffle à l'auscultation, elle a des signes d'insuffisance cardiaque, mais à minima. Donc, on peut commencer une petite dose de Lasix, 40 mg. On l'anticoagule. L'apixaban 5 mg matin et soir. Donc, j'avais volontairement mis le rivaroxaban à 10 mg. On le voit rarement, mais ça arrive. C'est une dose préventive. Donc, le rivaroxaban, c'est 15 ou 20 en fonction de la fonction rénale. Donc là, dans son cas, ça aurait été 20 mg parce qu'elle avait un DFG supérieur à 50. Alors, vous lui donnez un rendez-vous à 3 mois. Plus tôt, ce serait quand même mieux. Parce que il faut quand même la réévaluer, cette patiente. On a débuté un traitement, il faut voir si ces symptômes disparaissent après la mise sous traitement, avec aussi un immunogramme de contrôle pour vérifier sa fonction rénale et sa calémie. Donc idéalement, si vous avez la possibilité de la revoir dans les 15 jours, ben, c'est mieux que de la revoir dans 3 mois, parce que 3 mois, ça fait un petit peu loin. Donc il faut au moins une consultation de réévaluation, vérifier que les choses vont dans le bon sens. Et puis, ça vous permet de savoir si elle a pu obtenir son rendez-vous chez le cardio. Donc, le courrier, oui. Un contact téléphonique, quand il y a une suspicion d'insuffisance cardiaque, je pense quand même que c'est mieux parce que c'est vrai que les délais en Martinique, hein, je ne parle pas que pour le CHU. En ville, je crois qu'ils sont à 6 mois. Et au CHU, sur des consultations standards, on ne doit pas être très loin de ça non plus. Mais on arrive quand même à avoir des patients rapidement. Il y a toujours des créneaux d'urgence sur la rythmologie notamment et en insuffisance cardiaque. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir eu un contact avec le médecin traitant. Voilà. Mais je suis ouverte à toute critique. Donc, je vous invite à participer. On continue. Donc, j'ai volontairement mis la FA. Alors, la FA, c'est l'arythmie la plus fréquente dans le monde. Hein. Donc, c'est vraiment un diagnostic que vous devez connaître, je pense, avec une prise en charge que vous devez également connaître. Les recommandations sur la FA ont changé l'année dernière. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Il y a quand même une nouveauté, c'est que le score CHA2-VASc que vous connaissez a été modifié en CHA2-VA. Donc, en gros, on a retiré le sexe féminin et tous les autres critères ont été conservés. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est 1 point, l'hypertension, c'est 1. Donc, si on calcule le CHA2-VA de cette dame, elle avait déjà 1 point pour l'insuffisance cardiaque, 1 point pour l'hypertension, 2 points pour l'âge, 1 point pour le diabète. Elle n'avait pas fait a priori d'accident ischémique par le passé. Elle n'a pas de maladie vasculaire coronarienne ou artérique périphérique connue. Et elle avait plus de 75 ans, donc elle a quand même déjà un CHA2-VA à 5. Donc vous savez que pour un CHA2-VA supérieur ou égal à 2, eh bien, il y a une indication d'anticoagulation curative. Donc elle avait bien une indication d'anticoagulation curative avec des AOD plutôt, sauf dans le cas du rétrécissement mitral serré. Donc c'est uniquement dans ce cas-là qu'on ne peut pas donner d'AOD et qu'on donne des AVK, ou en cas de valve mitrale mécanique. Donc, en général, le RM serré, ça souffle. Donc il y a
généralement, s'il n'y a pas de souffle à auscultation, il n'y a pas trop de risque à démarrer un AOD en attendant la consultation chez le cardio pour l'échographie. Sinon, dans ces recommandations, l'autre chose aussi importante, c'est que le score ASBLED a disparu parce qu'on estime que le risque embolique de l'AFA est largement supérieur au risque hémorragique et que la morbidité d'un AVC ischémique, là aussi, est très importante. Et donc, le message de ces recommandations, c'est qu'il faut vraiment anticoaguler les patients, sauf en cas d'hémorragie active ou d'antécédents récents d'hémorragie majeure. Et là, il faut discuter du rapport bénéfice-risque, mais que même si un patient qu'on ne va pas décider d'anticoaguler tout de suite, il faut toujours re-questionner la question de l'anticoagulation, tant la morbidité de l'AVC est importante. En cas d'insuffisance cardiaque, on va traiter l'insuffisance cardiaque associée, et puis on va reparler d'ISGLT2 tout à l'heure. Donc voilà, donc en gros, c'est attirer votre attention sur le fait qu'il y a des nouvelles recommandations, on les a présentées aux journées caribéennes. Mais là, je vous ai mis un petit résumé, donc vous l'aurez dans le diaporama. Donc, elle a enfin son échographie cardiaque qui retrouve une cardiopathie hypertrophique à fraction d'éjection préservée. Quel traitement on va ajouter? Ah, j'ai oublié de le mettre sur le... Docteur Monson, excusez-moi, avant de continuer, le docteur Oran Marietta qui veut poser une question. Ah oui, je vous écoute. Docteur Marietta est très assidue puisqu'elle était aux journées caribéennes aussi. Par contre, je ne vous entends pas. Ton micro est fermé, Aurore. Là, c'est fermé. Vas-y, là. Toujours pas. Ah ben, tu as un problème de micro. C'est allumé, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux te déconnecter, te reconnecter? Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Oui, pour une question par rapport à la disparition du ASBLED, dans le cas d'un patient de 80 ans en EHPAD dément déambulant, donc avec un risque de chute, voire des chutes déjà répétées, et une découverte de FA, est-ce que le rapport bénéfice-risque, c'est du coup en faveur de l'anticoagulé ou pas? Docteur Montfort, votre micro est fermé. Et fermer le micro cette fois. Donc oui, même chez ces patients, alors il va falloir l'anticoaguler, mais à une dose adaptée. Hein. Donc souvent chez les personnes un peu âgées, on préfère la pixaban à mi-dose, donc à 2,5 mg matin et soir. Le bénéfice est quand même envers l'anticoagulation parce que ce patient, s'il fait un AVC ischémique, il devient grabataire. Donc il ne peut plus du tout marcher ni déambuler. Donc vraiment, on va questionner l'anticoagulation s'il y a une hémorragie. S'il y a eu des saignements importants, il n'y a que là, et encore une hémorragie majeure, significative. D'accord, et puis une hémorragie cérébrale ou digestive. Ou digestive qui a nécessité une transfusion. Par exemple, il y a des cas où, par exemple, sur des sous-douloureux, on est obligé d'arrêter l'anticoagulation, ou sur des angiodyspasies. J'ai une patiente comme ça, où il y a une tumeur qui saigne, et on a tout essayé pour l'anticoaguler. Hein. On a essayé toutes les doses, même cardiaque seule, même si c'est pas recommandé. Enfin, vraiment, on essaye, on réessaye. Et là, pour le coup, elle a une tumeur digestive qui saigne. Dès qu'on lui met un petit quelque chose, elle vide l'EFS, donc elle n'est pas anticoagulée. Là, on a une contre-indication formelle à l'anticoagulation. Donc, dans ces cas-là, on peut discuter la fermeture de l'auricule gauche en fonction du terrain. Si un patient de 90 ans, on va peut-être pas aller fermer l'auricule. Mais quand même, le bénéfice, même dans ces cas-là, on a beaucoup discuté avec les gériatres, reste en faveur de l'anticoagulation. Ok, merci beaucoup. Alors, que je revienne à mon petit diapo. Alors, du coup, j'ai oublié de mettre la question pour que vous puissiez répondre. Donc,
quel traitement on peut ajouter à cette dame? On va mettre dans le chat, parce que du coup, il y a la réponse sur la diapo d'après. J'ai oublié de faire la question, de mettre la question au cas. Donc, c'est Dr Tignac qui va me dire vos réponses. Donc, elle a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La midulazilique, elle est anticoagulée, ça y est, elle a une fibrillation atriale plutôt lente. Écrivez vos réponses dans le chat. Pas de proposition pour l'instant. On ne sait pas. Bêta bloquant. Oui. Alors, les bêta-bloquants, oui, pourquoi pas. Bon, elle a une FA qui n'est pas très rapide, mais on peut mettre une petite dose de bêta-bloquant. Alors, il ne faudra pas mettre des grosses doses, parce que le risque, elle a 76 ans, elle a une FA spontanément lente. On peut mettre, effectivement, on mettra une petite dose. On peut mettre une petite dose, pas plus de 2,5, je pense. Parce qu'après, le risque, c'est qu'elle soit vraiment bradycarde. Donc là aussi, si on fait un traitement, on va toujours réévaluer l'effet de ce traitement. Alors, il y a d'autres propositions. Il y a Forstiga, spironolactone, IEC. C'est parti. J'aurais pu taquiner docteur Marietta qui était au JCC. Le seul traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée validé. Donc, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, si on met de côté sa fibrillation atriale, il y a un seul traitement aujourd'hui qui réduit la mortalité. Un seul médicament. Alors, on pourra discuter les autres, mais il n'y a qu'un médicament qui réduit la mortalité. Donc, j'ai entendu déjà. Hein. Il y en a un autre qu'on peut mettre. Pas d'autres propositions là, pour l'instant. Pas d'autres propositions. Donc, effectivement, le seul traitement qui a montré une réduction des hospitalisations et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ce sont les glyphosines, qui sont donc rentrées dans les recommandations en 2023. Donc, les glyphosines, c'est l'empagliflozine et la dapagliflozine. Donc, vous aviez tous raison, hein, cette patiente, elle n'a pas qu'une insuffisance cardiaque, elle avait aussi une hypertension artérielle, mais en fait, elle était déjà sous IEC, donc on aurait pu lui laisser ses IEC, mais non pas pour le cœur, là, c'est vraiment pour l'hypertension artérielle. Mais si on veut traiter son insuffisance cardiaque, le seul traitement qu'on va mettre, du coup, en systématique sur les insuffisances cardiaques à FEVG préservées, ce sont les glyphosines, donc soit l'empagliflozine à 10 mg, soit la dapagliflozine à 10 mg. Donc les deux ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Ici, je vous ai mis l'étude Emperor Preserve qui a montré une réduction de près de 21% du critère composite hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité comparé au placebo chez des patients qui avaient une FEVG supérieure à 40%. Et puis, il y a un autre traitement qui a montré très récemment son efficacité, mais qui n'a toujours pas l'AMM en France. C'est la finérenone. Vous avez dû entendre parler aussi dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique, qui est un diurétique épargneur potassique et qui lui aussi a montré une réduction des événements cardiovasculaires dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, mais on n'a toujours pas obtenu l'AMM et le remboursement en France. Donc, pour le moment, vous ne pouvez prescrire que les glyphosines dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est pour ça que vous aviez tous raison dans vos réponses, c'est qu'en plus de ce traitement, c'est le traitement des comorbidités qui va être important pour ces patients-là. Donc, la réduction du poids pour l'obésité, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, donc il va falloir contrôler sa tension artérielle avec un objectif de tension en dessous de 13,8, je reviendrai là-dessus.
Et puis, traiter sa congestion. Donc, pour traiter sa congestion, on va utiliser des diurétiques de l'anse. Mais un patient qui a tendance, par exemple, à avoir des hypocalémies, on peut rajouter un anti-aldostérone. Ben, si on avait la phényrénone, on aurait mis la phényrénone pour le coup, pour épargner le potassium. Donc, les 3 réponses étaient correctes. Mais pour l'insuffisance cardiaque, ce sont vraiment les glyphosines, le seul traitement spécifique, on dirait. Alors, au vu de ces comorbidités, donc je rappelle que cette dame, elle est obèse, elle a une insuffisance rénale modérée, elle avait un RAC urinaire à 35, une IMC à 32, elle a une insuffisance cardiaque et FEVG préservée, elle avait aussi sans doute une dyslipidémie, je n'ai pas mis le LDL parce qu'elle était sous tabac. Qu'est-ce qu'on aurait pu évoquer chez cette petite Malie? Et j'ai mis un indice pour ceux qui y étaient, c'est la fiche des journées, parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, le syndrome cardio-rénal. Oui, on a la moitié de la réponse. Donc, c'est un nouveau syndrome, donc c'est normal que beaucoup n'en aient jamais entendu parler. Et c'est pour ça qu'on l'avait mis un peu au JCC pour vous en parler. C'est le syndrome cardio-réno-métabolique, ou CKM syndrome. Donc, c'est une entité qui a été décrite, qu'on connaît tous en fait, parce que ça correspond à une grande majorité de nos patients, mais qui a été nommée, on va dire, en décembre 2023 par la Société américaine de cardiologie. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, quel est le rationnel de ce syndrome, mais qui nous fait penser à beaucoup de nos patients, et en particulier en Martinique. Et puis l'amylose, alors j'apprécie c'est vrai, il faut toujours penser à l'amylose cardiaque quand on a une cardiopathie hypertrophique. Donc chez cette dame, on aurait effectivement recherché quand même une amylose cardiaque. Et c'était pas vers ça que je vous amenais cette fois. Donc le diagnostic de ce syndrome CREM en français ou CKM en anglais, il repose sur la présence de 2 ou plusieurs atteintes des 3 systèmes suivants. Donc, métabolique, donc il faut qu'il y ait un diabète de type 2 ou une dysglycémie. Donc, je vous laisserai de toute façon les diapos. Donc, c'est les diapos qui ont été présentés au JCC. Je vous les ai remises là, comme ça vous les aurez tous. L'obésité centrale avec un IMC supérieur à 30 ou le tour de taille élevé. La dyslipidémie, l'hypertension artérielle, un patient qui est sous traitement hypertenseur, donc un antécédent d'hypertension, ça marche. Au niveau cardiaque, c'est la présence d'une maladie cardiovasculaire établie, donc insuffisance cardiaque, trouble du rythme ou maladie coronarienne. Donc elle avait 2 choses, une arythmie et une insuffisance cardiaque. Des marqueurs biologiques d'insuffisance cardiaque, donc des BNP, NT-proBNP élevés,
ou à l'échographie la présence d'une hypertrophie ventriculaire avec une dysfonction systolique ou diastolique. Au niveau rénal, c'est une insuffisance rénale chronique avec un DLG en dessous de 60, c'était le cas de cette patiente, et une albuminurie supérieure à 3 mg par mol de créate, c'était aussi le cas de cette patiente. Donc le CKM syndrome ou syndrome CREM est un trouble systémique qui est caractérisé par des interactions physiopathologiques entre facteurs de risque métabolique, insuffisance rénale chronique et système cardiovasculaire qui vont entraîner un dysfonctionnement multiviscéral avec un taux élevé d'événements cardiovasculaires indésirables. Donc, vous voyez que avant 2023, il n'y avait rien sur le CKM. Donc, première fois on en parle, c'est décembre 2023 à l'American Heart Association et depuis, la bibliographie ne fait que croître sur ce syndrome. L'hypothèse qui a été faite par ceux qui l'ont décrit, c'est que le dysfonctionnement du tissu adipeux, du fait de l'obésité, notamment de l'obésité abdominale, serait responsable d'un état inflammatoire, d'une augmentation du stress oxydant et d'une insulinorésistance, à l'origine aussi d'une dysfonction vasculaire. Et donc tout ça, va avoir un impact sur le cœur et les vaisseaux et sur le rein, avec une défaillance rénale, une glomérulosclérose qui va s'installer, aboutissant à une maladie rénale chronique. Donc, il y a plusieurs stades de CKM. Le stade 1, c'est pas de facteur de risque. Le stade 0, pardon, pas de facteur de risque, le patient, il va bien. Stade 1, le patient a des facteurs de risque comportementaux et biologiques, mais il n'est pas encore tout à fait vraiment malade. Hein. Il n'a pas encore de défaillance rénale, il n'est pas diabétique, il n'est pas encore hypertendu, mais il a une tension élevée. Le stade 2, c'est déjà la défaillance d'organes avec une HTA, une dyslipidémie, diabète, un syndrome métabolique. Et puis le stade 3, là, on commence vraiment à avoir un impact d'organes, mais sans insuffisance vraie. Donc l'insuffisance rénale légère, des marqueurs cardiaques augmentés, mais sans insuffisance cardiaque clinique, ou un épaississement de l'intima au niveau vasculaire. Et le stade 4, ben, c'est le stade où est cette patiente qui cumule l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Elle a aussi l'AFA en plus de l'HTA, de l'obésité, du diabète. Donc, comment on pourrait évaluer son risque cardiovasculaire? Est-ce que vous avez une petite idée? Comment on fait, c'est tout ce qu'on a dit. Parce que Donc oui, cette patiente a un risque cardiovasculaire qui est très élevé. Elle est en stade 4 du CREM syndrome et on a des outils qui vont nous aider à évaluer ce risque. L'intérêt en fait de ce nouveau syndrome, et même nous, quand on a des patients à insuffisance cardiaque, que ce soit à fraction d'éjection préservée ou altérée,
il faut toujours qu'on réfléchisse à ce risque cardiovasculaire. Même chez un patient qui est déjà au stade 4, donc qui a déjà une insuffisance cardiaque avec une défaillance d'organes, on peut l'améliorer, on peut améliorer son pronostic en prenant en charge ces fameux facteurs de risque et donc en essayant de réduire au maximum la tension artérielle, en essayant de l'équilibrer, en favorisant la perte de poids, en équilibrant le LDL cholestérol. Tout ça, c'est des choses qui vont prévenir un nouvel événement et qui vont ralentir la dégradation de son insuffisance cardiaque. Donc, il faut toujours raisonner et c'est pour ça que dans le bilan d'insuffisance cardiaque recommandé, il y a l'évaluation de la glycémie, du LDL et je pense que dans les prochaines recommandations, ils vont certainement rajouter le RAC urinaire qui ne figurait pas, mais c'est un outil qui est quand même très intéressant pour évaluer le risque cardiovasculaire et aussi en termes de maladie rénale chronique, c'est aussi un outil intéressant. Donc on a plusieurs scores qui existent. Il y a ce score Prevent que vous pouvez calculer en ligne. L'intérêt de ce score, c'est qu'il va intégrer la totalité des pathologies que je vous ai citées. Donc il ne se concentre pas que sur le diabète et la créatinine, il intègre un petit peu tout. Donc ça permet une évaluation assez fine du risque cardiovasculaire. Mais déjà, si on questionne le patient, qu'on lui fait des prises de sang régulières pour évaluer ses facteurs de risque, même si on ne calcule pas un score, on va pouvoir vraiment suivre l'évolution du patient et en étant très actif dans la prise en charge, on s'en rend compte qu'on peut stabiliser des patients très longtemps et leur permettre de gagner aussi en qualité de vie, même chez des patients âgés. Donc là, je passerai rapidement dessus. De toute façon, je vous laisse les diapos. Pour vous dire qu'il faut penser chez ces patients diabétiques, obèses, hypertendus et insuffisants cardiaques, au glyphosine, c'est le traitement qui est prescrit dans toutes ces étiologies, la maladie rénale chronique, le diabète et l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est vraiment le traitement qu'il va falloir mettre chez cette patiente. Et puis, chez vos diabétiques avec un risque cardiovasculaire élevé, il faut penser à rajouter les glyphosines. Et puis, les analogues du GLP-1, si elle avait un autre traitement, on peut lui rajouter là les analogues du GLP-1 pour à la fois favoriser la perte de poids et parce que ça a démontré un bénéfice sur le risque cardiovasculaire. Et puis, l'activité physique, il faut y penser pour toutes ces pathologies. Donc ça, je vais vous le laisser, je passe. Pour l'hypertension, là aussi, pour vous rappeler, donc je vous invite à aller voir les nouvelles recommandations sur l'hypertension artérielle. Les cibles tensionnelles ont changé en 2024. On considère une tension au-delà de 120 comme élevée. Donc, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue. Donc, quand on a une tension entre 120 et 129, on n'est pas hyper entendu, mais on a une tension élevée. Et puis, au-delà de 130-80, on commence à rentrer dans la zone d'hypertension où il faut des règles hygiéno-diététiques, etc. Pas forcément déclencher un traitement. Et puis, au-delà de 140-90, là, clairement, il faut mettre un traitement d'emblée. Donc ça a changé dans les recommandations. Et les cibles tensionnelles à atteindre sont aussi plus basses. Un patient hypertendu, il faut essayer de le mettre en dessous de 130-80 en automesure. Donc, là aussi, je vous invite à aller regarder ça. Il y a le site HTA-GUAD qui a sorti les recommandations sur l'HTA en français, les nouvelles recos. Donc, vous pouvez consulter aussi sur leur site. Il y a les recos en français. Sinon, sur ESC Guidelines, vous avez toutes les recommandations sur l'hypertension. Donc, pour la maladie rénale, là aussi, le RAC cible, c'est inférieur à 3. La tension, c'est toujours inférieur à 130-80. Qu'est-ce que j'avais mis là? Donc finalement, dans toutes ces pathologies, et c'est pour ça qu'on en a fait un seul syndrome, finalement, c'est toujours les mêmes conseils. Conseils diététiques, activité physique régulière, perte de poids et régulation de la tension artérielle. Donc ça s'applique à l'insuffisance cardiaque, comme à la maladie rénale, comme au diabète, comme à l'obésité. Je vais passer... Donc, chez cette patiente, pour son insuffisance cardiaque à FEVG préservée, mais aussi dans le contexte de FA chez une patiente obèse, il faut penser à l'apnée du sommeil. Donc, il faudra l'interroger. Vous pouvez faire un score d'Epworth, mais
pensez à dépister cette apnée du sommeil, parce que là, elle a tous les facteurs de risque d'apnée du sommeil. Elle est obèse, elle a une hypertension, elle a une fibrillation atriale, elle a de l'insuffisance cardiaque. Donc ça aussi, ça doit faire rechercher systématiquement l'apnée du sommeil et l'appareiller, le cas échéant, s'il y en a eu. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au deuxième cas? Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le troisième, mais je vous le listerai. Pas de questions pour le Pas de moment. questions. C'est-à-dire que c'est très clair. Alors, on passe à Madame G, 50 ans, qui consulte à votre cabinet. Elle présente depuis quelques semaines un essoufflement à l'effort, des palpitations associées à une asthénie importante. Elle vous signale être essoufflée, même au repos. Elle a des difficultés à dormir la nuit. Et depuis 2 jours, elle préfère dormir dans le salon, assise sur son fauteuil. Elle est hyper tendue depuis une dizaine d'années. Elle n'a pas d'intoxication alcoolo-tabagique. Elle a un traitement pour la tension. L'Oxène 50x2. Elle vous dit qu'elle ne le prend pas tout le temps, mais bon. Aujourd'hui, au cabinet, elle a une tension qui est correcte à 13,6, une fréquence cardiaque à 110 par minute et sature à 88% en air ambiant. Elle a 2 œdèmes bilatéraux jusqu'au lombe, une turgescence jugulaire, un reflux hépato-jugulaire. Elle a des bruits tachycardes mais réguliers et elle crépite de manière bilatérale jusqu'à mi-champ. À l'interrogatoire, vous apprenez que son frère a fait une mort subite à 40 ans et elle est quand même très inquiète. Qu'est-ce que vous faites en première intention? Est-ce que cette fois, vous allez adresser aux urgences avec un courrier? Est-ce que vous appelez le 15? Est-ce que vous demandez une téléexpertise? Est-ce que vous l'adressez au cardiologue? D'emblée, vu les antécédents et la fréquence, on lui donne un courrier. Est-ce que vous faites un ECG? Est-ce que vous lui prescrivez une prise de sang avec dosage des désiméres et des BNP? Alors, cette patiente-là, très clairement, il faut appeler le 15. Elle a des signes de gravité, elle est en OAP, elle a des crépitants bilatéraux, elle désature en air ambiant, donc elle a besoin rapidement d'oxygène. C'est vrai que l'envoyer aux urgences avec un courrier, en théorie, si elle accède rapidement à l'IAO, elle devrait atterrir au déchocage, mais c'est quand même un petit peu une perte de temps. Donc je dirais que l'envoyer aux urgences avec le courrier, ça devrait être la solution dégradée. La première chose à faire quand même, c'est d'appeler le 15. Alors, il arrive que le 15 ne se déplace pas et donc on n'a pas le choix, on l'adresse aux urgences en passant un coup de fil aux urgences éventuellement pour qu'elle soit reçue en priorité. Mais quand même, le mieux, c'est d'appeler le 15. Parce que là, cette dame, elle a des signes de gravité. Donc non, dans ce cas-là, la téléexpertise, vous pouvez toujours demander une téléexpertise, mais là, pour le coup, c'est pas indiqué. Elle est grave, elle a des signes d'œdème pulmonaire, de détresse respiratoire aiguë. Ben, il faut qu'elle soit prise en charge de manière la plus rapide possible, immédiate. Donc pareil, la prise de sang, le CG, ben, on ne prend pas le temps de tout ça. L'important, c'est qu'elle ait de l'oxygène, qu'elle soit prise en charge et qu'elle soit monitorée dans un milieu adapté. Donc, la bonne solution ici, c'était le 15. Donc là, on est sur un syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, on n'est pas... Ici, on était plutôt dans ce contexte-là, hein, une décompensation aiguë sur chronique, parce qu'elle décrit quand même des symptômes qui évoluent depuis plusieurs semaines et qui vont s'acutiser. Il y a des patients qui vont faire l'OAP et à ce moment-là, ils arrivent généralement pas à votre cabinet, ils appellent tout de suite le 15. Et puis, il y a d'autres syndromes d'insuffisance cardiaque aiguë, l'insuffisance cardiaque droite, le choc cardiogénique d'emblée. Là aussi, c'est des patients qui vont souvent arriver par la filière SAMU. L'insuffisance cardiaque aiguë hypertensive, là aussi, souvent, c'est le SAMU. Et le syndrome coronarien aigu avec insuffisance cardiaque, là aussi, normalement, ça devrait être le SAMU.
Donc, les patients que vous verrez quand même le plus souvent en insuffisance cardiaque aiguë, ça va être une patiente comme cette dame qui arrive sur une décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque d'évolution un petit peu plus chronique. Donc, le diagnostic, elle est aux urgences et je pense qu'elle aurait été plutôt au déchocage même. Ça va être devant tout signe clinique et symptômes cliniques évocateurs d'une insuffisance cardiaque aiguë. On fait systématiquement un électrocardiogramme qui est indispensable. Donc oui, il fallait faire l'ECG, mais peut-être qu'il ne faut pas perdre du temps à le faire au cabinet. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose de le faire. Donc c'est indiqué. Le bilan biologique qui sera fait aux urgences a pour but de confirmer l'insuffisance cardiaque, mais aussi d'éliminer d'autres diagnostics comme une embolie pulmonaire ou on va rechercher aussi des signes de gravité. On fera une gaz du sang artérielle et puis des lactates artériels qui seront en faveur d'une hypoperfusion s'ils sont élevés. La radiographie thoracique reste indiquée là aussi. L'écho pulmonaire est de plus en plus utilisé parce cette échographie va rapidement nous orienter vers un œdème pulmonaire. Et puis l'échographie cardiaque, là aussi l'examen clé du diagnostic. Mais même en situation d'urgence, des fois on ne peut pas avoir tout de suite le cardiologue immédiatement, même si au CHU il y a un cardiologue sur place 24 heures sur 24. Donc en général ils l'ont assez vite cette écho. Mais elle n'est à faire immédiatement que si vraiment il y a une défaillance hémodynamique, sinon il faut la faire dans les 48 heures, si c'est un patient qui n'a pas d'insuffisance cardiaque connue. Donc là aussi, les BNP aident à éliminer les diagnostics différentiels. Si le BNP est supérieur à 100, le NT-proBNP supérieur à 300, ça oriente quand même fortement vers une insuffisance cardiaque aiguë, mais il faudra faire une échographie cardiaque pour le confirmer. Et à contrario, si c'est inférieur à 100 ou inférieur à 300, ça élimine, c'est peu en faveur de l'insuffisance cardiaque et on va rechercher d'autres diagnostics. Donc là, c'est un peu un petit schéma que j'ai peut-être déjà montré à certains, mais qui aide à statuer rapidement, je trouve, parce que c'est assez parlant, sur la gravité d'un patient. Vous avez des patients qui vont être chauds et secs. Vous l'examinez, il est essoufflé, mais c'est un peu comme la petite mamie. Elle a des petits œdèmes des membres inférieurs, elle crépite à peine aux bases, elle n'a pas de signe d'hypoperfusion. Cette patiente-là, on peut la gérer en ambulatoire, la gérer en consultation. Il y a des patients qui vont être en anasarque, mais ils n'ont pas de signe d'hypoperfusion. On a des patients qui arrivent à l'hôpital avec 10 kg d'œdème. Là, ça va être difficile avec un Azilix 40 de gérer le problème. Donc oui, il peut y avoir pour ce patient des critères d'hospitalisation, mais ce sont des patients qui vont être plutôt orientés en filière longue. Ou si on peut faire une hospitalisation directe, ce serait une hospitalisation en cardiologie ou en médecine. On a des patients qui vont être foie émouillé. Donc le patient qui a des signes d'hypoperfusion périphérique et des signes congestifs. Donc c'est un petit peu... Bon, là, elle n'avait pas d'hypotension, cette dame, mais quand même, elle était en détresse respiratoire aiguë, donc on va être plutôt sur de l'usique ou du déchoc. Et puis le patient foie et sec, c'est celui qui nous inquiète le plus parce que lui, il a usé toutes ses réserves. On n'a pas de possibilité de le dépléter parce qu'il n'a pas d'œdème et il est en choc cardiogénique d'emblée, en bas des billes, et donc on aura pour seule solution de lui mettre des amines. Donc là aussi, c'est l'usique, la réa, et aux urgences, ça va être le déchocage et une prise en charge plutôt SMUR. Donc face à une insuffisance cardiaque aiguë, on va rechercher toujours des causes curables d'insuffisance cardiaque aiguë, donc un syndrome coronarien aigu, une hypertension, une arythmie, tout ça, l'ECG nous donne déjà tous ces éléments-là. L'embolie pulmonaire, l'infection, la tamponnade, mais on va pouvoir éliminer tout ça assez rapidement avec un électro, une prise de sang et une écho. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire des choses très compliquées. Donc la première chose, c'est de traiter l'urgence vitale. La deuxième, c'est d'identifier la cause. Et la troisième, c'est de débuter un traitement spécifique quand on a une insuffisance cardiaque aiguë. Donc l'électrocardiogramme de cette dame est le suivant. Elle a une tachycardie qui est sinusale, régulière, autour de 120 par minute. À la biologie, elle a une créatinine à 100, un iono qui est normal, les D-dimères étaient négatifs, elle a un BNP qui a augmenté.
Donc là, on se met à la place de l'urgentiste, hein, on n'est plus au cabinet. Est-ce qu'on attend le cardiologue pour débuter une prise en charge ou est-ce qu'on peut quand même déjà faire des choses? Donc, est-ce qu'on lui met de l'oxygène? Est-ce qu'on peut lui faire d'emblée des diurétiques en intraveineux? On lui donne d'autres traitements tout de suite. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, le Lasix et l'oxygène, alors le furosémide et diurétique de Lens. Et l'oxygène, c'est quand même la base du traitement face à une insuffisance cardiaque aiguë. Là, on n'avait pas d'urgence hypertensive. Elle avait une tension qui n'était pas très élevée, hein, elle était à 13,8. Mais on aurait pu lui rajouter, elle est en œdème aigu pulmonaire, je ne l'ai pas proposé, mais on aurait pu rajouter des dérivés nitrés en intraveineux pour essayer de faire baisser sa tension tout en faisant attention à ne pas trop la diminuer. Donc, en dessous de 100, 110, on arrête les nitrés. Donc, on aurait pu faire Lasix, oxygène et dérivés nitrés. Le Lasix, à quelle dose on la commence? C'est souvent la question qui nous est posée. Alors, un patient qui est naïf de diurétique, ce qui était le cas de cette dame-là, on commence toujours par un bolus de 40 mg en intraveineux. Et on peut prendre un relais à la seringue électrique. Alors souvent, on va commencer par la dose la plus basse, donc 125 mg par 24 heures. Et on ajuste à la durée. On peut aussi ne pas mettre de Lasix en IVSE et ne faire que des bolus. On fait un premier bolus de 40. On réévalue la réponse diurétique et l'état clinique du patient. Et 6 heures après, on va refaire un bolus de 40 mg. Donc je vous montrerai, on a des petits abacs là pour les diurétiques. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre un autre traitement diurétique d'emblée? Oui, parce qu'elle n'est pas en choc cardiogénique, cette dame. Elle a une bonne tension artérielle. Elle n'est pas trop élevée, mais pas basse non plus. Donc, on aurait pu d'emblée associer au diurétique intraveineux de la spironolactone ou de la dapagliflozine. Mais ce n'est pas le plus urgent. Ça, on peut le débuter à J1. Mais en aigu, on va toujours commencer par les diurétiques de Lens, oxygénothérapie, plus ou moins dérivés nitrés en fonction de la tension artérielle. Et puis, quand on a l'échographie cardiaque, on va pouvoir ajuster le traitement de fond. Alors, le bisoprol à la 10 mg sans insuffisance cardiaque aiguë, c'est interdit de mettre des bêta-bloquants tant que le patient n'est pas stabilisé parce que vous risquez de le faire basculer en choc cardiogénique puisque les bêta-bloquants sont inotropes négatifs. Donc, on ne les introduit que quand le patient est stabilisé sur le plan respiratoire et hémodynamique. Et là, elle avait une tachycardie sinusale, il n'y a pas d'arythmie, donc il n'y avait pas de raison de débuter tout de suite des bêta-bloquants. Et si on en avait mis, ce serait surtout pas à la dose maximale. On commence toujours à une dose faible avec une titration progressive des doses. Donc, face à une insuffisance cardiaque aiguë, toujours commencer par évaluer et traiter les défaillances d'organes. Donc, si elle a eu besoin d'un support VNI jusqu'à l'intubation, hein, si on n'arrive pas à la stabiliser, on va évaluer l'état hémodynamique et ajuster le traitement en fonction. S'il y a besoin d'amine, en première intention, ce sera la dobutamine et la noradrénaline si nécessaire, mais on évite l'adrénaline sur les chocs cardiogéniques. Traiter les signes congestifs, donc en première intention les diurétiques de Lens et les vasodilatateurs s'il y a une tension artérielle supérieure à 110 ou que c'est vraiment un OAP hypertensif, on peut ajouter des dérivés nitrés. On va toujours rechercher la cause et le facteur déclenchant et on va le traiter. Et enfin, il faut toujours instaurer dès que possible, donc le plus tôt possible, le traitement de fond.
Donc ici, je vous ai mis un exemple de protocole diurétique qui est proposé par la Société européenne de cardiologie. Donc un patient naïf de diurétique, donc il n'y a pas de diurétique péros dans son traitement, on commence toujours à 20 ou 40 mg en IVD. Et quand il a un traitement diurétique, on commence à 2 fois sa dose orale en IVD. Pour vous donner une idée de quelle dose faire, on réévalue selon la réponse en termes de diurèse, donc en général à 6 heures. Il faut que le patient ait uriné plus de 150 ml/h. Et s'il a uriné suffisamment, on double la dose IV jusqu'à la dose maximale. Soit le patient a une réponse suffisante et on va répéter la même dose à 12 heures. Donc, il n'y a pas de différence dans les études entre l'IVSE et l'IVD. On peut faire l'un ou l'autre, ou associer les deux. Donc, il faut en tout cas essayer de toujours réévaluer le patient jusqu'à avoir une réponse diurétique suffisante et avoir une régression complète des signes congestifs. Sinon, il faut augmenter les doses de diurétiques, voire combiner les diurétiques entre eux. Donc, on peut associer anti-aldostérone, diurétique de lance, et chez les patients vraiment résistants aux diurétiques, on peut rajouter des diurétiques thiazidiques aussi, en surveillant de près le ionogramme sanguin et la créatinine toutes les 24 heures. Donc là, j'avais mis des boucles, mais que vous n'allez pas voir. Alors là, je vais vous montrer sur mon PowerPoint parce que sur Euroclap, ça ne va pas fonctionner. Donc, elle a cette échographie-là. Donc, vous voyez que le VG, il est globuleux, le ventricule gauche ici. Il est dilaté et que la fraction d'éjection est altérée. Et donc, on conclut au diagnostic d'une cardiomyopathie dilatée. Sur le Euroclap. Quel traitement? Donc là, on l'a stabilisée. Elle est stable sur le plan respiratoire et hémodynamique. Quel traitement on va lui prescrire à cette dame? Donc, je vous rappelle qu'elle a une fonction rénale qui est normale, une tension qui est plutôt correcte, même après déplétion, elle garde des tensions à 12-13. Est-ce qu'on peut lui mettre comme médicament? Donc, oui, cette patiente, on peut lui mettre effectivement de la dapagliflozine, et ça, les IFGLT2 ou de l'empagliflozine, les deux sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Les IFGLT2, c'est vraiment le traitement qu'on va pouvoir prescrire le plus rapidement possible parce que souvent bien toléré, ça peut baisser la tension. Et on peut le mettre même si on n'a pas l'écho au final puisqu'il est indiqué dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée comme altérée. Mais là, on sait qu'elle est altérée. Les anti-aldostérones aussi. Alors évidemment, il ne faut pas associer les deux. Donc on peut mettre soit le spironolactone 25 mg, soit l'éplérinone 25 mg. Dans les études, la dose utilisée dans l'insuffisance cardiaque pour l'aldactone, le spironolactone, c'est 25, alors que les études sur l'éplérinone, c'était 50 mg. Donc il faudra toujours essayer de viser 50 mg pour l'éplérinone, dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque, alors que la spironolactone, en général, les études qui ont montré une réduction de la mortalité,
c'est à 25 mg. Donc, ça va être la dose cible pour la spironolactone. Le furosémide, probablement qu'elle en aura encore besoin un petit peu. Le bisoprolol, comme je vous l'ai dit, on ne commence jamais à dose maximale, toujours à la plus faible dose et on va progressivement titrer jusqu'à la dose maximale tolérée, donc 1,25 oui. L'Entresto, ça se discute chez cette dame, ça va dépendre un petit peu de sa tension artérielle. Si elle a une fonction rénale normale et une tension artérielle normale, on aurait pu commencer à 49,51 x2. En hospitalisation, quand ils viennent de faire un épisode aigu, souvent on commence à petite dose pour pouvoir introduire les 4 en même temps. Donc en fait, souvent on va commencer par la dose la plus faible pour pouvoir permettre une meilleure tolérance des 4 traitements, parce que ce qui est recommandé, c'est d'introduire le plus vite possible les 4 médicaments d'insuffisance cardiaque FEVG altérée, donc anti-aldostérone, glifosine, sacubitril valsartan et bisoprolol. Et les diurétiques, c'est vraiment en fonction des signes congestifs. Donc, vous savez que les recommandations ont été modifiées. On n'a plus de titration progressive. Il y a toujours une titration progressive, mais avant, on mettait IEC bêta-bloquant. Après, si les IEC et les bêta-bloquants ne suffisaient pas, on mettait le sacubitril valsartan, les bêta-bloquants. Après, on mettait les anti-aldostérone. Et après, on mettait les autres traitements. Donc maintenant, il n'y a plus cette gradation, en tout cas pas de cette façon-là. Ce qui est recommandé, c'est vraiment d'introduire les 4 traitements, les 4 classes thérapeutiques d'emblée, mais à dose minimale, avec une titration progressive jusqu'à la dose maximale tolérée. Donc il faut d'emblée associer anti-aldo, glyphosine, bêta-bloquant, IEC ou ARNI. Et puis les diurétiques, c'est en fonction des signes congestifs. Et seulement si les patients restent symptomatiques sous traitement maximal toléré, aux doses maximales tolérées, à ce moment-là, on peut mettre d'autres traitements, notamment des appareillages, si c'est nécessaire. Donc les glyphosines, c'est indiqué dans l'insuffisance cardiaque, donc, et dans la maladie rénale et dans le diabète, parce que ça a plein d'effets positifs sur le cœur que je vous ai rappelé ici. Donc là aussi, je vous ai montré tout à l'heure les études dans l'insuffisance cardiaque FEVG préservée, mais on a les mêmes dans l'insuffisance cardiaque FEVG altérée pour la dapagliflozine et pour l'empagliflozine, avec une réduction de la mortalité et de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, ce qui est compliqué souvent, c'est la titration. Comment on fait pour introduire tous ces médicaments chez un patient naïf de traitement sans qu'il fasse des malaises, voilà. Donc souvent, les gens peuvent être un peu sceptiques sur la possibilité de tout mettre, mais en réalité, on y arrive. Alors, il y a, on va dire, une recommandation, plutôt là, c'est pas vraiment des recommandations de sociétés savantes, mais c'est un consortium de cardiologues, d'insuffisants cardiologues français, de toute la France, de tout le territoire, qui ont proposé un algorithme de titration des médicaments de l'insuffisance cardiaque pour faciliter leur utilisation. Et ça colle assez bien à ce qu'on fait en pratique. Donc, je trouve cet algorithme plutôt sympa. Donc, en gros, ce qu'ils prennent en compte, c'est est-ce que le patient il est hospitalisé ou est-ce qu'il est en ambulatoire, parce que c'est sûr qu'on va être plus prudent si le patient est en ambulatoire. Et puis, la fonction rénale du patient, parce qu'un patient qui a une fonction rénale altérée ou une tension artérielle basse, ça va être un petit peu plus délicat de pouvoir faire cette titration, mais c'est quand même possible. Donc, le patient qui est hospitalisé, d'emblée, on va introduire les glyphosines, les anti-aldostérones et les ARNI ou les IEC, mais à petite dose. Alors, les glyphosines, il n'y a qu'une seule dose, donc on va mettre la seule dose. Les anti-aldostérones, on va commencer pour l'éplérinone à 25 mg ou à 25 pour la spironolactone, dès que le patient est à peu près stabilisé. Dès J2, J4, on va rajouter les bêta-bloquants quand il est stable sur le plan hémodynamique. On commence toujours à 1,25 et on va augmenter progressivement les doses jusqu'à mi-dose. Et puis, on va revoir le patient 7 jours après sa sortie pour poursuivre la titration. Un patient qui est en ambulatoire, là aussi, on va essayer d'introduire les 4 médicaments, mais à faible dose. Et on va essayer de titrer progressivement, mais avec des paliers un peu plus longs, parce que ce n'est pas possible de voir les patients tous les 2 jours non plus.
Et donc, on va titrer si on peut toutes les 2 semaines jusqu'à atteindre la dose maximale tolérée. Quand les patients ont une insuffisance rénale, avec un DFG en dessous de 30, donc quand même des patients ayant une insuffisance rénale sévère, on va d'abord on va essayer d'introduire les IEC ou les ARNI à la dose la plus faible, mettre les bêta-bloquants pareil petite dose et les IGLT2. On refait une prise de sang à 14 jours pour les patients en ambulatoire ou un peu plus précocement s'ils sont hospitalisés. Et si le bilan est correct, on peut rajouter les anti-aldostérone. Et pareil, on va les revoir, ces patients, à 1 semaine après la sortie d'hospitalisation ou à 1 mois s'ils sont ambulatoires pour poursuivre la titration, toujours avec une prise de sang de contrôle. Si les patients ont une pression artérielle systolique en dessous de 100, là aussi, vous voyez qu'on peut quand même introduire le traitement à petite dose. On va les surveiller et on les revoit, pareil, à 2 semaines. Et seulement si la tension artérielle est supérieure à 100, eh bien, on va rajouter le reste du traitement, notamment les bêta-bloquants. Sinon, on peut essayer de changer les IEC. On va commencer plutôt par des ARA2. Et si c'est bien toléré, on va switcher dans un deuxième temps pour des ARA quand ils ont des tensions basses au départ. Donc, chez la personne âgée, on peut aussi introduire un traitement. Ce qui a été introduit dans ces recommandations d'experts, c'est l'évaluation de la fragilité. Et ce qu'on retient, c'est que chez un patient âgé fragile, il faut commencer à des doses plus faibles et faire une titration un petit peu plus lente, mais avec une surveillance rapprochée. Mais il faut quand même essayer de titrer le traitement, même chez un sujet âgé. Alors, cette patiente, vous allez la revoir à 15 jours. Elle est très fatiguée, elle a fait un début de malaise ce matin en se levant, mais elle n'a pas perdu connaissance. Elle vous dit que quand elle s'est levée, elle s'est sentie un peu vaciller. Elle n'est plus du tout essoufflée, elle vous dit avoir soif, mais ne pas oser boire de l'eau car elle a peur d'avoir de nouveau de l'eau dans les poumons. Elle a une petite tension à 95-50, une fréquence cardiaque à 80, un petit pli cutané et elle n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous demandez un avis? Vous faites rien, vous laissez tout pareil. Est-ce qu'on suspend transitoirement le sacubitril valsartan? Est-ce que j'arrête les bêta-bloquants, le furosémide? Je lui demande de mieux s'hydrater. Alors, qu'est-ce que j'avais mis, moi, comme bonne réponse? Globalement, vous aviez tous raison, je pense, pour moi. Il n'y a que la suspension de l'Entresto qui peut être discutée. Ça n'aurait pas été une erreur de le faire, du tout. On peut suspendre. L'important, c'est de ne pas l'arrêter. C'est-à-dire que si on suspend l'Entresto, on peut dire, par exemple, je sais pas moi, de sauter une dose ou 24 heures d'Entresto et puis vous réévaluez le patient une fois qu'il s'est bien hydraté. Moi, ça ne me choque pas, on peut suspendre. L'important, c'est de reprendre. Par contre, ce qui est plus embêtant et ce qu'on voit souvent, c'est des patients qui vont avoir une petite tension alors qu'ils sont encore sous diurétique et chez qui on va arrêter le traitement de fond et poursuivre le diurétique. Donc ça, c'est quand même embêtant parce que le diurétique ne réduit absolument pas la morbidité ou la mortalité cardiovasculaire. Donc, on va essayer, tant que faire se peut, de maintenir le traitement de fond, si on peut. Et le premier traitement qu'on va arrêter, c'est le furosémide. Donc, le patient, il est sec, il faut arrêter ses diurétiques. Et on va lui demander de s'hydrater et on va le revoir pour le réévaluer. Demander l'avis cardio, c'est toujours une bonne idée de le faire, mais pas plus tard que ce matin. J'ai un confrère qui m'a contacté pour un patient qu'on suit conjointement.
Il avait déjà arrêté le Lasix, il avait déjà conseillé l'hydratation et le patient restait fatigué avec une tension à 9. Et ben, on a réduit la dose d'antresto de moitié. Et puis, il va le revoir et puis on va revoir comment on fait. Donc, la vie cardio, oui. Suspendre l'antresto, oui, si on revoit et qu'on reprend. Et si on a déjà arrêté les diurétiques. Donc, un patient déshydraté, surtout, il faut réduire ou suspendre sa dose de diurétique, quitte à réduire après un petit peu, le temps que le patient se réhydrate. Et puis, ce qui est important, c'est surtout le revoir pour le réévaluer. Donc là, c'est un petit algorithme là, pour l'hypotension chez les patients qui sont sous sacubitril valsartan. Alors déjà, c'est est-ce que le patient est symptomatique? Un patient qui a 9 de tension, qui a une cardiopathie dilatée et qui va bien, qui fait ses courses, qui vous dit qu'il se sent bien, même 8 de systolique, il se sent bien, il marche, il ne fait pas de malaise, eh bien, on peut respecter une petite tension. On peut réduire un peu le diurétique si le patient vraiment a des signes de déshydratation. Mais une petite tension chez un patient qui a une échéance cardiaque et FEVG altérée, on peut la tolérer tant que le patient la tolère bien. Donc, la première chose à faire, c'est quelle est la tolérance de cette hypotension. Il ne faut pas soigner un chiffre. Il faut vraiment soigner le patient hypotendu, symptomatique de cette hypotension. Alors, si il n'est pas symptomatique et qu'il y a une hypovolémie, on va réduire la dose de diurétique, mais on ne change pas son traitement de fond. S'il est en euvolémie, là aussi, il n'est pas symptomatique, je ne change pas son traitement de fond. Et si par contre il est en hypervolémie, ben, ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque, je vais au contraire augmenter ses diurétiques et là aussi, je ne vais pas changer son traitement de fond. Si par contre il est symptomatique, il fait des malaises, ben là par contre on sera obligé de toucher au traitement. La première chose, c'est qu'on évalue sa volémie. Si sa volémie est basse, ben on arrête les diurétiques, on peut les suspendre, on va le réhydrater et puis on peut suspendre transitoirement le sacubitril valsartan, mais on ne l'arrête pas. Si le patient il est euvolémique, ben on a déjà arrêté les diurétiques, il est euvolémique, ben là on est obligé de diminuer les doses de sacubitril valsartan, mais il faudra aussi rechercher dans le traitement du patient d'autres hypotenseurs dont il n'a pas besoin. Donc, s'il a un autre traitement anti-hypertension, on l'arrête avant de toucher au traitement de fond d'insuffisance cardiaque. S'il a aussi, notamment chez les hommes, des alpha-bloquants, typiquement le Xatral, il faut peut-être essayer de mettre autre chose pour la prostate pour privilégier le traitement de fond d'insuffisance cardiaque. Puis, pareil, s'il est en hypervolémie, on peut, pareil, diminuer un petit peu le sacubitril valsartan s'il est très symptomatique de cette hypotension, mais il faudra surtout réévaluer son insuffisance cardiaque. Donc, après plusieurs mois de traitement, le patient a un traitement optimal, mais il s'était amélioré, mais de nouveau, il redevient symptomatique. Et on a une fuite mitrale sévère qui apparaît. Donc ça, je vais passer, c'est des traitements un peu plus spécifiques, mais c'est pour vous en parler quand même. Donc maintenant, il y a des mitraclips qui existent. Alors, on n'en met pas encore en Martinique, mais on peut évaluer ces patients et proposer la pose de mitraclip en métropole. Là, on organise les transferts. Quand il y a une insuffisance mitrale sévère, symptomatique, et que le patient a un traitement médical optimal, on peut envisager en interventionnel la pose de ces clips mitraux qui vont essentiellement réduire les symptômes mais n'améliorent pas la mortalité. Un patient qui va garder une fraction d'éjection en dessous de 35%, qui a des QRS larges et un traitement médical optimal depuis au moins 3 mois, il faut penser là aussi à la resynchronisation cardiaque. Et on peut discuter de mettre un défibrillateur en fonction du terrain, de l'âge et comorbidité. Il faut quand même qu'il ait une espérance de vie de plus d'1 an pour qu'on mette un défibrillateur. Sinon, on peut proposer des pacemakers triple chambre quand les QRS sont larges. Si les QRS sont fins, on peut mettre des défibrillateurs en prévention primaire. Là aussi, ça dépend un petit peu de l'espérance de vie et de la cardiopathie. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête là. J'avais un 3e cas, mais on peut... parce
Parce que vous êtes peut-être un peu fatigué, je ne sais pas. Vous me dites si on continue ou pas. Alors, je ne sais pas, en attendant les réponses, on avait quand même une question. Oui, voilà, sur la place du dosage de la troponine, en fait, que ça soit dans le bilan de suivi, ou voire même dans le cas de décompensation cardiaque ou première décompensation cardiaque. Alors, la troponine est recommandée, je crois que je l'ai mise, c'est dans le bilan de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, dans le bilan biologique de l'insuffisance cardiaque aiguë, on va doser une troponine dans l'idée de rechercher une cause à cette insuffisance cardiaque. Donc, il faut toujours éliminer un syndrome coronarien aigu. Donc, dans le bilan initial, on fera la troponine en plus des peptides natriurétiques plus l'électrocardiogramme. Donc, pour éliminer une cause ischémique. Par contre, il n'y a pas d'intérêt à suivre la troponine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Ce sera plus intéressant de suivre les peptides natriurétiques en dehors de certaines étiologies, pas très particulières, comme les myocardites immunoinduites, des choses comme ça, chez des patients qui ont des cancers avec des traitements spécifiques. Mais la troponine va entrer dans le bilan de l'insuffisance cardiaque aiguë pour rechercher une cause de décompensation. D'accord, il n'y a pas sa place dans le suivi, alors. Dans le suivi, non. Sauf si le patient, là encore, c'est si le patient a des douleurs thoraciques, on va doser une troponine. Voilà. Mais dans le cadre du suivi, les BNP, oui, mais la troponine, non. D'accord, merci. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Est-ce qu'il y a vous avez des remarques, des remontées à faire? C'est vrai que ça fait déjà pas mal d'informations. Alors, je vais peut-être juste finir par le traitement non médicamenteux. Je vais passer sur le troisième cas. Bon, le troisième cas, pour dévoiler, c'était juste, comme on me parle souvent d'amylose, je vous ai remis un cas d'amylose. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc vous aurez les diapos si vous voulez revoir en cours de l'amylose cardiaque. Donc, juste trois diapos là sur le traitement des comorbidités, donc qui est systématique, quel que soit le type d'insuffisance cardiaque. La carence martiale est à rechercher systématiquement avec une indication de supplémentation chez des patients qui ont une FEVG en dessous de 50% qui sont symptomatiques, dès que la ferritine est inférieure à 100 ou qu'elle est comprise entre 100 et 300 avec un coefficient de saturation inférieur à 20%. Et cette supplémentation ne doit pas se faire n'importe comment. On sait que le fer péros ne fonctionne pas dans l'insuffisance cardiaque. C'est pareil pour la maladie rénale chronique. Et donc, c'est que le fer IV, donc le ferrocarboxymaltose injectable, donc Venofer ou fer inject, celui qui est le mieux toléré, c'est le fer inject. On doit faire cette supplémentation en intraveineux. Donc, comment? Soit en HAD, donc la clinique de la Tour le fait au domicile des patients. Donc, moi, régulièrement, je fais des demandes à la clinique de la Tour. Et puis, il y a plusieurs HDJ qui le font au CHU. Il y a un HDJ de cardio à Trinité, l'HDJ de gériatrie en fait, l'hémato aussi en fait. Mais quand les patients ont du mal à se déplacer, je demande à l'HAD d'aller au domicile le faire. Donc, il faut y penser à la carence martiale. Dans le traitement non pharmacologique, il y a les règles hygiéno-diététiques, donc un régime peu sodé, donc pas forcément sans sel strict, surtout chez les sujets âgés. La cible dans l'insuffisance cardiaque, c'est moins de 6 grammes de sel par jour. Donc, pour les sujets âgés, il faut vraiment réduire les choses très salées, mais on essaye de cibler une alimentation hyposodée à moins de 6 grammes de sel par jour, entre 4 et 6 grammes de sel par jour. L'éducation thérapeutique, elle est primordiale, parce que c'est une maladie qui est chronique. Et donc, on va apprendre aux patients à surveiller leur poids, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, adapter leur mode de vie, connaître les traitements, connaître les signes d'alerte. Ça, c'est hyper important parce qu'on a encore des patients qui arrivent avec 20-40 kilos d'eau à l'hôpital et on se dit que c'est pas arrivé en 2 jours. La vaccination, il faut y penser. Alors, nous, les cardiologues, on l'écrit, mais on le prescrit rarement. Donc, on s'appuie un peu sur vous pour cette partie-là. La grippe, 1 fois par an, le Covid aussi, et le pneumocoque tous les 5 ans. Et puis, la réadaptation cardiaque, là aussi, il ne faut pas hésiter à adresser vos patients en réadaptation cardiaque pour prescrire de l'activité physique adaptée, même chez les sujets âgés. Donc, tout ce qui va être activité d'endurance, on recommande
au moins 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, c'est 150 minutes par semaine qui est recommandé par l'OMS. Le renforcement musculaire, le travail de l'équilibre, des articulations. Donc, voilà. Pas hésiter à prescrire de l'activité physique adaptée. Donc, des associations, il y en a quelques-unes, pas beaucoup pour les insuffisants cardiaques. Il y a l'association Cœur et Santé Martinique et le Club Cœur et Santé Martinique. Ce sont deux associations différentes, mais qui travaillent ensemble. Pour vous dire un mot sur la télésurveillance, parce que vous avez peut-être quelques patients qui vont en bénéficier. Donc, les patients qui ont une insuffisance cardiaque symptomatique et un YHA supérieur à 2, qui ont fait une décompensation cardiaque dans les 12 mois, souvent, on va les mettre en télésurveillance. Donc, c'est un système avec des infirmières, soit ils ont une application, soit des infirmières vont les appeler 1 à 2 fois par semaine de Bordeaux pour leur demander est-ce qu'ils sont essoufflés, est-ce qu'ils ont dû mettre plusieurs oreillers derrière la tête, est-ce qu'ils ont les chevilles enflées, est-ce qu'ils ont pris du poids et ils vont rentrer dans l'application leur poids. Et avec ces questions-là et le poids, ça nous génère des alertes à l'hôpital, ce qui nous permet de recontacter directement nos patients insuffisants cardiaques quand on voit une alerte et de leur proposer du coup des consultations rapprochées par ce biais-là pour éviter une hospitalisation. Donc, on a plus d'une centaine de patients qui sont en télésuivi. Et puis le Prado, bon, vous le connaissez tous à la sortie de l'hôpital. Donc, les patients insuffisants cardiaques, donc ça reste une maladie chronique. Plus ils vont faire des décompensations et plus leur espérance de vie sera diminuée. Donc, l'objectif, c'est vraiment de bien les traiter, de bien les titrer pour qu'ils aient la meilleure espérance de vie possible. Et donc, le suivi va dépendre de la sévérité. Plus les patients sont graves, plus il faut les revoir souvent. Certains patients, il faut les revoir tous les mois. Et puis, quand ils sont très stables, ils doivent voir le cardiologue quand même au moins une fois par an. Donc, on a des patients, des fois, qui ne sont pas vus pendant 3 ans. Ce n'est pas normal. Même s'ils sont stabilisés, le minimum, c'est au moins une fois par an, avec un suivi des facteurs de risque cardiovasculaire. Revoir le traitement, enfin, vraiment, la titration, elle est essentielle. Il ne faut pas rester attentiste dans l'insuffisance cardiaque. Un patient, mais même si on le revoit 1 an après, il faut toujours se demander est-ce que je peux optimiser son traitement. Donc, les patients peuvent parfois être réticents, mais il faut au moins proposer d'optimiser le traitement, surtout quand il y a encore une fraction d'éjection altérée, que le patient il est encore un petit peu symptomatique. Il ne faut pas hésiter à essayer d'aller vers la quadrithérapie sur les insuffisances cardiaques à FE altérées. Et puis, l'équilibre des facteurs de risque cardiovasculaire très très actifs là-dessus. Donc, comment nous adresser les patients? Alors, il y a plusieurs voies. Alors moi, la voie vraiment que je vous recommande, c'est la téléexpertise. Je sais que beaucoup ont encore du mal à accéder à Roofing, mais c'est quand même la voie à privilégier. Il y a aussi le téléphone, vous avez une ligne téléphonique, mais il faut savoir que le cardiologue qui répond à la ligne téléphonique, souvent, il peut être en consultation, il peut être en train de faire des échos. Donc, il peut être amené à vous dire, passez par la téléexpertise ou passez par l'email, parce qu'il va vous répondre après s'il n'est pas disponible sur le moment. Et puis, le mail avis.cardio, donc il existe, on l'utilise, on le consulte, mais progressivement, du fait de la confidentialité et des règles RGPD, eh bien, l'hôpital va progressivement nous demander de supprimer ces mails d'avis pour basculer complètement en téléexpertise. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce support, à vous ouvrir des comptes Roofing, parce que peut-être qu'à un moment, l'hôpital prendra la décision pour les praticiens et supprimons les adresses mail d'avis. Ça commence à arriver dans certaines spécialités. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, docteur Montfort-Braffine. Je ne sais pas, là, a priori, il n'y a pas de questions qui reviennent. Ça a été intéressant et assez dense. Voilà, on a pas mal d'infos à assimiler. Et juste une question, du coup, la première patiente, le premier cas, on avait demandé la troponine. C'était pas son premier épisode, même si c'était pas une insuffisance cardiaque aiguë. Je reviens sur ma troponine. C'est son premier épisode, donc ça revient au même, il aurait fallu la faire aussi.
Dans le cadre du bilan étiologique, en fait, on va plutôt orienter sur une insuffisance cardiaque chronique de ce type-là. C'est assez peu probable en dehors d'un événement aigu, même sur une cardiopathie ischémique, en dehors du syndrome coronarien aigu, la troponine peut être négative. Et pourtant, il y a des lésions vasculaires. Donc, en fait, on va orienter son bilan en fonction de l'échographie cardiaque. C'est vrai que je ne vais pas parler de tous les examens à faire. Mais un patient qui peut avoir une défaillance cardiaque, en fait, on ne va pas se servir de la troponine pour savoir si on fait un coroscanner ou une coronarographie. Ça fera partie des examens qu'on fera pour évaluer l'étiologie d'une défaillance cardiaque. La troponine, elle est vraiment utile quand il y a une douleur thoracique, quand il y a des modifications électriques chez un patient qui est en situation aiguë. Sur un mode chronique, c'est pas ce qui va nous orienter sur le fait de rechercher une coronaropathie. Parce que si le patient n'a pas de douleur thoracique, en général, il ne va pas monter sa troponine. La troponine ne monte que s'il y a un épisode coronaire aigu. Ou dans certaines pathologies, comme l'amylose cardiaque. Donc souvent, si elle est élevée en dehors d'une douleur thoracique, ça va beaucoup, et qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, ça va beaucoup nous orienter vers une cardiopathie infiltrative type amylose. Donc ça ne sera pas non plus un bilan de suivi pour un patient insuffisant cardiaque sur amylose. Alors, on le prescrit quand même dans nos bilans de suivi, mais je dirais que c'est plutôt à visée recherche, très honnêtement, parce qu'on a l'impression que la troponine dans l'amylose est un facteur pronostic. D'accord. Mais ça ne change pas notre prise en charge thérapeutique. D'accord, je comprends un petit peu mieux. D'accord, merci. Dans la troponine, il faut vraiment retenir que c'est un marqueur du syndrome coronarien aigu. En dehors de la douleur thoracique, en principe, il n'y a pas d'indication, ou de l'OAP et on cherche une cause ischémique, il n'y a pas d'indication à aller faire une tropo. Les BNP, oui. Les BNP, oui, pour l'insuffisance cardiaque, oui. Quel que soit le cas, c'est vraiment les petits natriurétiques qu'on va privilégier. D'accord, merci. Bon, écoutez, j'ai pas de nouvelles questions. En tous les cas, les retours, les gens vous remercient. Ça a été vraiment interactif, très intéressant. N'hésitez pas à me faire un retour sur le format aussi. Est-ce que Rouplab, ça convient voilà. D'accord. A priori, je pense, et c'est vrai que c'est interactif, même si on ne parle pas de trop, mais c'est interactif quand même, et on a nos réponses, non, vraiment. S'il y en a d'autres, ou autrement, pour ceux qui sont là, s'il y a des questions qui vous reviennent plus tard, vous n'hésitez pas à les transmettre à l'URML, et puis on vous retransmettra. Voilà. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Merci à tous. N'oubliez pas de remplir le petit post-test, de nous le renvoyer. Et puis, bon courage à tous et encore merci, Dr Montfort-Brafine. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.